Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox-Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, temps universel. S'achemine-t-on définitivement vers la fin de la crise de leadership à l'Union des populations camerounaises UPC? Certainement, pense nombre d'observateurs de la scène politique camerounaise. La Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun vient de rejeter l'appel introduit par le ministère de l'administration territoriale contre l'ordonnance du président du tribunal administratif du centre ayant ordonné en 2020 le sursis en exécution à exécution de la décision ministérielle de 2018 désignant Robert Bapo-Lipote comme secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun au détriment de Pierre Baleguel-Nkote, élu au Congrès d'octobre 2017. Le secrétaire général de l'UPC, reconnu par la justice camerounaise, est donc le docteur Pierre Baleguel-Nkote, ainsi que l'avait déjà décidé le tribunal administratif du centre. Réagissant à l'arrêt de la Cour suprême, Robert Bapo-Lipote déclara, et je le cite, « Nous tenons à préciser que nous avons été élus secrétaire général de l'UPC le 29 septembre 2012 dans un congrès ordinaire, légal, statutaire au Palais des Congrès de Yaoundé. Mon statut de secrétaire général de l'UPC n'est jamais le fruit d'une nomination par le MINAT. Mes adversaires politiques à court d'arguments ont créé et utilisé ce mensonge pour tromper la vigilance des autorités judiciaires. » Fin de citation. Cette émission de la justice camerounaise dans les affaires internes de l'Union des populations camerounaises surviennent à un an et demi des élections législatives et municipales de 2025, occasion d'un retour de l'UPC sur l'échiquier politique national après s'être vu écarté en février 2020 par forfait. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée depuis Douala. On se retrouve après pour Equinox-Soir deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. La UPC, la Cour suprême, a tranché. Feu vert pour 2025, c'est une interrogation pour parler justement de cette question après avoir consacré une édition, Madame, Monsieur, au retour du mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour les élections de 2025. Aujourd'hui, nous tablons sur ce retour de l'Union des populations camerounaises avec le responsable de la communication. Vous êtes parti, Douala. Maître Kakak, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jalon Outou. Bonsoir à tous les copanélistes. Oui. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et surtout, bonsoir aux nombreux militants de l'Union des populations du Cameroun qui sont scotchés en ce moment pour suivre ce débat particulièrement édifiant pour l'opinion publique nationale et internationale. Permettez-moi également de saluer les populations de la ville de Matom, qui sont des grands adeptes de votre émission. Et surtout, chaque fois qu'on parle de l'UPC, ils sont tous scotchés. Ah bon? Ok. Merci, Maître Simon-Serge Kakak, responsable de la communication de l'Union des populations du Cameroun. À ma gauche, lui, c'est le docteur Apollinaire Legrand-Oko. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge Alain Outou. Bonsoir aux différents copanélistes sur ce plateau, compatriotes. Bonsoir à tous les Camerounais et même au-delà qui sont vos fidèles téléspectateurs pour cette émission devenue un véritable rendez-vous de débat, d'analyse, de compréhension de l'actualité nationale et internationale. Je saisis votre parole d'entrée pour adresser à mes camarades du mouvement pour la renaissance du Cameroun, toujours incarcérés, mes hommages. La prison est un lieu, ou en tout cas les prisons camerounaises sont un lieu que l'on ne souhaite à personne, qui ne voudrait pas vouloir même pour son pire ennemi. Ils y sont pour certains depuis plus de 2 ans. Certains sont à leur deuxième expérience depuis 2018. Donc je voudrais saisir cette opportunité que vous me donnez pour leur dire bonsoir et leur renouveler mes hommages et tous mes encouragements dans la lutte entamée il y a des décennies pour la libération du peuple camerounais et qui se poursuit aujourd'hui avec la détention arbitraire et illégale.
Lorsque vous parlez de ceux qui sont en prison pour la deuxième fois depuis 2018, vous pensez au professeur Alain Fauré, c'est ça? Oui, effectivement, déjà entre 2019, pour vous permettre, janvier 2019 et... Déjà de janvier 2019 à oui. Octobre 2019, il a été incarcéré à la prison. Il a fait à peine un an. Voilà, à peine sorti qu'il a été arrêté à nouveau, alors qu'il a manifesté nulle part, alors qu'il a été appelé par les forces dites de maintien de l'ordre, qui lui disaient venir les aider à calmer des personnes qui s'échauffaient, qui n'étaient pas très calmes. Étant donc arrivé sur appel des forces de maintien de l'ordre, il s'est fait arrêter. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsqu'un citoyen ordinaire est appelé soit par la police, soit par la gendarmerie, en principe, il devrait être rassuré de ce que je suis appelé par les forces qui maintiennent l'ordre et la paix civile dans mon pays. Mais lorsque ces personnes vous arrêtent, soi-disant pour que vous les aidiez à calmer des manifestants, ou alors plutôt des personnes, et que par la suite, les mêmes personnes deviennent vos bourreaux, vous comprenez quand même dans quelque chose qui ressemble un peu à un banditisme public. C'est-à-dire que la parole des personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique ne vaut plus foi, et c'est très inquiétant parce que là, l'État bascule dans une sorte de clandestinité, de banditisme clandestin qui fait qu'on n'a plus le sentiment d'être en sécurité, y compris quand on est accompagné par les forces de l'ordre. Et ça, c'est pas bon. Donc je voudrais souhaiter à lui, à d'autres, et même ceux qui sont à leur première expérience, tous mes hommages, et leur dire que nous les soutenons et que nous pensons à eux tous les jours. Voilà, docteur Pauline Oko, en charge... Vous êtes en fait le ministre santé du MRC, c'est ça? Je suis exactement le secrétaire national à la santé et à la protection sociale au sein du directoire du MRC. Voilà, l'MRC qui a décidé de revenir en 2025, l'UPC sera là en 2025, et celui qui est toujours là depuis 1992, les premières élections multipartisanes, depuis le retour de la démocratie, c'est le RDPC représenté ce soir par Martial Bessala. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jallo. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs camerounais comme étrangers qui nous suivent ce soir. Vous voyez, je représente un parti dont le leader a fait le serment historique au début des années 90, à savoir laisser le Cameroun sur les rails de la démocratie et de la prospérité. Nous sommes là ce soir. Quand vous écoutez la liberté de ton, quand vous regardez l'organisation des débats comme ceci, alors nous sommes rassurés que le chantier de construction de la démocratie camerounaise marche et fonctionne très bien parce qu'aujourd'hui, comme hier, c'était impossible de s'exprimer d'une certaine façon. Aujourd'hui, créer sa radio, créer sa télévision, définir sa ligne éditoriale, adhérer à son parti politique de choix, avoir sa liberté de ton, s'exprimer et revenir demain s'exprimer encore, c'est cela les fondations d'une construction d'une véritable démocratie. Donc je suis très content. En représentant le RDPC d'être sur ce plateau, je suis comme un poisson dans l'eau. Ok, merci. Et le politologue, ce soir, lui, il va un peu regarder les choses, ces différents retours. Il y a le MRC, il y a l'UPC. Vous êtes là ce soir, politologue Stéphane Zanga, bonsoir. Bonsoir Serge Anoutou, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir au peuple camerounais, téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, merci d'avoir une fois de plus accepté notre invitation, Stéphane Zanga. Maître Kakak, le 12 octobre 2022, c'est une date historique pour les militants de l'UPC. Je veux vous répondre, Serge Alain, de manière péremptoire, qu'effectivement c'est une date historique, pas seulement pour l'UPC, mais pour l'ensemble du jeu politique camerounais. Oui. Vous savez, je veux vous dire quelque chose de très sincère. Lorsque vous lisez certains constitutionnalistes, ils vous définissent un État comme un ensemble de 3 composantes. On vous parle généralement d'un territoire, d'une population et d'un gouvernement. Mais lorsque nous poussons le raisonnement en juriste aguerri, il faut y ajouter 2 autres composantes. La première composante qu'il faut ajouter, c'est la souveraineté internationale. Ça veut dire que vous avez un territoire, vous avez une population, vous avez un gouvernement, mais il faut que tous ces éléments soient reconnus sur le plan international. C'est ce qu'on appelle la souveraineté internationale. Maintenant, il y a un autre élément, il y a une autre composante qui constitue ce qu'on appelle un État. C'est la loi, les lois. C'est pour ça que certains juristes,
certains constitutionnalistes définissent l'État comme une société qui a des lois qui ont été adoptées de manière consensuelle, qui sont acceptées par tout le monde et qui s'imposent à tout le monde. Parce que si vous avez un État qui n'a pas de lois, ou bien un État qui a des lois qui ne sont pas appliquées, vous n'avez pas un État. C'est pour ça justement que pour nous autres, nous saluons à sa juste valeur l'arrêt qui a été rendu le 12 octobre 2022 par la Chambre administrative, la Cour suprême du Cameroun, qui est en train de tracer là, j'allais dire, une autre trajectoire de notre démocratie. Parce qu'il faut que vous le sachiez. Vous ne pouvez pas construire un État sérieux sans un pouvoir judiciaire fort. Vous ne pouvez pas construire une véritable démocratie sans un pouvoir judiciaire fort. Et c'est justement ce que la Cour suprême du Cameroun est en train de faire en ce moment. C'est pour ça que l'ensemble des militants des populations du Cameroun, par ma voix, adressent les félicitations aux magistrats de notre République qui ont véritablement saisi les taureaux par les cornes. Parce qu'en réalité, on dit souvent qu'on ne commente pas les arrêts de la haute juridiction. Mais ce qu'on peut faire, c'est Jalin, ce qu'on fait dans ce genre de situation, on fait ce qu'on appelle une interprétation politico-téléologique de cette décision. C'est-à-dire, on ne va pas commenter, mais on va s'interroger sur le message que les hauts magistrats ont voulu, j'allais dire, adresser à l'ensemble de la communauté camerounaise et naturellement aux acteurs du jeu politique de notre pays. Parce qu'en réalité, il y a un message. Et la deuxième chose ici, c'est qu'il y a un message que la haute juridiction a adressé à nos autorités. Parce que beaucoup de nos autorités se comportent souvent comme si elles étaient au-dessus de la loi. Il y a des gens dans ce pays qui se persuadent tous les jours qui sont au-dessus de la loi. Parce que le pouvoir, ou la Constitution de la République leur a conféré un certain nombre de pouvoirs. Ou bien le premier des Camerounais, qui est le représentant légal de notre pays, j'ai nommé le chef d'État, leur a confié un certain nombre de responsabilités. Ils se croient tout de suite au-dessus de la loi. Mais ce que la Cour suprême a fait, c'est dire à ces autorités, écoutez, dans ce pays, nous avons un État. Et dans un État, la norme, c'est la loi. Et la loi s'impose à tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, ne posez pas des actes qui vont se retourner contre vous. Parce que nous qui sommes l'incarnation, parce qu'en réalité, c'est la Cour suprême qui incarne la justice dans notre pays. C'est la Cour suprême qui est le garant de l'état de droit dans ce pays. C'est la Cour suprême qui est le garant de la démocratie dans ce pays. Parce que la magistrature doit jouer un rôle de premier plan dans la gestion, pour ne pas dire dans la gouvernance du jeu politique de notre pays. Parce que si nous voulons bâtir une nation sérieuse, comme les pères fondateurs de notre parti l'avaient pensé en 1948, il faut faire confiance à notre justice, il faut qu'on ait un pouvoir judiciaire fort. C'est de cette manière que nous allons réussir à impulser, j'allais dire, une véritable politique de développement dans notre pays. Voilà, docteur Oko, la Cour suprême, comme ils disent chez eux, a dit le droit. C'est un acte qu'on peut applaudir. Bon, je suis, comme tout citoyen camerounais, je suis l'actualité et j'observe qu'il y a dans ce rebondissement ou alors cet épisode dans un parti politique de l'opposition camerounaise, l'Union des populations du Cameroun. Bien sûr, avec l'éthique qui est la mienne en tant que militant du MRC, il ne m'appartient pas de commenter les affaires internes d'un autre parti politique de l'opposition. Nous respectons les partis politiques de l'opposition dans leur fonctionnement interne, mais nous observons seulement que, et ça c'est en externe que je vais le dire maintenant, qu'on est obligé par moment, mais malheureusement je le regrette, d'aller auprès des juridictions nationales pour traiter les affaires internes aux partis politiques. Et c'est avec regret que je le dis. Parce que si vous vous intéressez justement historiquement à l'UPC, vous vous rendrez compte que ce type de choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé il y a 10 ans. L'histoire de l'UPC qui se confond avec l'histoire du Cameroun, c'est pour ça d'ailleurs que tout Camerounais, même s'il n'est pas encarté au moment où je parle l'UPC, doit en parler. Voilà, il y a un UPCisme qui est au-delà de l'UPC et qui, j'espère, va continuer à se diffuser au sein de la population camerounaise pour que nous nous approprions notre histoire,
que nous comprenions ce que les pères fondateurs de l'UPC en 1948, le 10 avril, ont voulu faire, la grande idée qu'ils avaient pour le peuple camerounais, la grande idée qu'ils avaient pour la nation camerounaise. Donc quand vous êtes donc attentif à ce déroulé-là depuis 1948, vous vous rendez compte que, j'ai envie de dire, c'est presque depuis toujours qu'il y a eu ce type de manigance. Avant même que nous n'en accédions en 1960 à l'indépendance, il y avait déjà des tentatives de ce genre, soit de fractionner l'UPC de l'intérieur, soit de lui créer des partis satellites qui devaient récupérer son discours pour le diluer, bien sûr. Je me rappelle encore des partis comme SOCAM, NDCAM, RPC, qui ont été le Front National, qui avait été créé soit par le colon directement, soit par d'autres Camerounais, souvent démissionnaires de l'UPC, et qui avaient pour objectif de brouiller le message. Donc c'est pour dire que l'implication de l'administration dans les affaires des partis politiques, malheureusement, n'a pas commencé aujourd'hui, donc nous le regrettons. Et nous regrettons aussi que dans un état de droit, on ait besoin de faire intervenir des acteurs internes, comme le MINAT, qui est encore étranger dans un parti politique, qu'on soit à l'UPC, qu'on soit au MDR, enfin, qu'on soit au MRC, qu'on soit dans le SIF. Faire intervenir le gouvernement dans les affaires internes d'un parti, c'est faire intervenir un corps étranger. Les dirigeants d'un parti politique en principe sont élus par les militants, suivant les textes. Donc à partir du moment où on fait intervenir des corps étrangers, il y a déjà là une volonté qui n'est plus latente, mais qui est manifeste, de s'ingérer dans les affaires internes pour contrôler le leadership, ce qui n'est pas bien. Donc pour revenir à la question de l'UPC qui est posée. Parlez de l'ingérence, ce que vous appelez l'ingérence, docteur Oko. L'ingérence, on a c'est... vu, oui, docteur Oko, permettez, oui, on a vu le ministre, le prédécesseur de l'actuel, s'ingérer pour que l'UPC puisse présenter des listes, on va dire, consensuelles avant le double scrutin de 2013. Ça avait été applaudi par la classe politique, surtout par l'UPC, qui a permis à 6 leaders de se mettre ensemble pour que l'UPC puisse sortir des listes consensuelles pour le double scrutin de 2013. Mais celui qui va succéder va l'objet de toutes les plaintes aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça donc que je dis que, en principe, les leaders d'un parti politique, qu'il s'agisse de l'UPC ou d'un autre parti politique, doivent être l'émanation de la volonté des militants et des instances du parti. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que justement, ce type d'exemple que vous donnez, c'est des types pour dire que bon, quand ça leur arrange, ils sont d'accord, quand ça arrange, ils sont pas d'accord. C'est ça le faux argument qu'on fait valoir. Mais en principe, on doit s'en tenir, si on est dans l'UPC, puisqu'on parle de l'UPC aujourd'hui, s'en tenir à la volonté de ceux qui sont militants des formations politiques. S'ils décident un Camerounais X pour présider qui peut occuper telle fonction, eh bien qu'on s'en tienne à cela. Que l'administration qui est encore étrangère, je le répète, ne vienne pas jouer les arbitres. Parce que comment dire ça? Parce que une fois qu'on l'a fait, on instaure dans ce parti-là quelque chose qui est un élément de frustration, pour ceux qui ne seraient pas, qui ne seraient pas d'accord avec la décision qui est prise, mais surtout on donne l'impression que l'État, alors même qu'on prétend que nous sommes en démocratie, veut aller jusqu'à contrôler le calendrier des partis politiques. Donc, en tant que militant du MRC, moi, bien sûr, je me désolidarise de ce genre de pratique. Et j'appelle donc les Camerounais, en tout cas ceux de l'opposition, à comprendre que, contrairement à ce que l'on a souvent dit par rapport aux années 90, nous vivons en 2022 et depuis quelques années une telle omniprésence de l'État, de quelque manière que ce soit, dans les partis politiques. Soit de manière directe, de manière flagrante, comme c'est le cas, soit alors en voulant susciter au sein des partis politiques des personnes qui seraient favorables au régime en place. Ça, c'est dangereux. Donc, il faut vraiment que les partis politiques, tous, soient vigilants par rapport à ce type d'ingérence-là, parce que s'ils ne le font pas, c'est la voix des militants, c'est la volonté des militants qui sera foulée aux pieds, et c'est la légitimité des responsables, notamment désignés, qui sera entamée. Et aucun parti politique ne veut avoir à sa tête des responsables qui sont perçus comme ayant été désignés par l'adversaire. C'est enlever au parti politique tout ce qu'il a tout ce qu'il a de sacré, c'est lui enlever tout ce qu'il a d'amour propre et donner l'impression que les militants qui, chaque jour, travaillent sur le terrain ne sont que de faire valoir. Ok. Voilà, Martial Bessala, cet épisode, comme a dit Simon-Serge Kakak, Maître Kakak, il y a eu cet élément-là qui est venu comme un cheveu dans la soupe, c'est-à-dire la désignation
d'un responsable d'un parti politique. Ils étaient même trois. On a vu Manidem, CPP et UPC. Ce jour-là, le ministre avait demandé de reconnaître 3 responsables de parti, ce qui a été assimilé à une espèce de désignation. Cette émission c'est-à-dire du gouvernement dans les affaires internes d'un parti, aujourd'hui, s'est tranchée. Voilà, les militants espèrent que 2025, ils pourront aller à ce double scrutin sans trop de problèmes. Aujourd'hui, comment vous, au RDPC, vous voyez l'arrivée et du MRC et de l'UPC, qui, on suppose, sera en ordre de bataille en 2025? Oui, Saint-Jalin, nous sommes le parti qui a promis la démocratie au Camerounais, qui a trouvé un espace qui n'était pas du tout démocratique et dont le leader a fait le vœu, la main sur le cœur, de laisser ce Cameroun sur les voies de la démocratie. Et donc, le parti le plus fier, le plus heureux de savoir qu'il y a des partis politiques qui reviennent sur la scène pour briguer les postes dans les institutions, que ce soit au plan national que local, c'est le RDPC. Nous exprimons notre joie de retrouver, voyez-vous, un parti politique qui détient, quoi qu'on dise, voyez-vous, une bonne partie du testament historique et politique du Cameroun, l'UPC. Et donc, ce parti politique a certainement sa voix, a certainement des choses à apporter sur la scène politique. Ça vous inquiète pas, non, de mesure? Pas du tout. Le RDPC n'est pas ce genre d'équipe qui choisit qui doit jouer dans l'équipe adverse, contrairement à ce qu'on voit ailleurs, où on vous dit que non, tel candidat ne doit pas être candidat du RDPC. Pourtant, nous nous préparons, nous affûtons nos armes, nous réajustons notre stratégie, nous l'adaptons à tout moment, à toutes les éventualités, à bien évidemment à toutes les périodes de l'histoire du Cameroun. Vous voyez que nous, on se prépare. Pendant que nous sommes sur le plateau, nos camarades, certains responsables politiques, vous verrez encore très bientôt, dans quelques semaines, lors de la célébration du quarantenaire, de la session à la magistrature suprême de notre président national, alors vous verrez partout sur l'étendue du territoire, et même à l'étranger, comment est-ce que les soldats, parce que militant vient de soldats, sont en ordre de bataille pour conserver les acquis, pour grappiller. Le 6 novembre, c'est la fête du RDPC? Non, je dis le RDPC va s'organiser à l'interne. Maintenant, c'est le candidat. C'est en mars, non? Non, je dis le RDPC va s'organiser, puisque c'est aussi notre président national. Maintenant, les autres Camerounais vont s'organiser. Je souhaite que l'UPC, le MSC, si le MSC reconnaît que le président Paul Biya, le président du Cameroun, s'organise dans leur chapelle pour essayer de commémorer aussi cela. Donc, le RDPC, nous, on se prépare pour cela. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes très contents de voir que ces partis reviendront mettre la main dans la pâte pour construire notre démocratie ensemble. Okay. Deuxième chose, le RDPC, notre président national, dans ses professions de foi, a toujours promis aux Camerounais la construction, l'édification d'un état de droit. L'état de droit, c'est quoi l'état de droit? L'état de droit, c'est cet état dans lequel M. Otou juge qu'il a été offensé par M. Bessala. Alors la loi dit que M. Bessala n'a pas le droit de faire ceci à M. Otou. Alors M. Otou est en justice, n'a pas peur d'aller vers la justice, il est en justice, il a gain de cause et la justice fait son travail. L'État, Maître Kakar l'a rappelé tout à l'heure, l'État est une personne juridique. Alors, si l'État est une personne juridique, alors vous pouvez rester cet État en justice, avoir gain de cause. Il n'y a que dans un État de droit qu'on peut avoir cela. Donc nous célébrons ce soir la démocratie camerounaise, nous célébrons ce soir la République. Aussi parce que la République, M. Saint-Jalin, c'est 3 choses, 3 petites choses. Pas petites parce qu'elles sont petites, effectivement, sont 3 grandes choses. La première chose en République, c'est le citoyen. La deuxième chose, c'est la loi. La troisième sont les institutions. Alors ce soir, les citoyens de l'UPC ont utilisé la loi, ce que la loi prévoit, pour aller vers l'institution judiciaire. L'institution judiciaire a cranché, a fait son travail. C'est cela la République. Donc, démocratie, République, État de droit célébré ce soir. Sur la base de cette décision, je crois qu'on ne peut qu'être content de suivre l'homme qui est venu avec cette vision de construire le Cameroun et de le laisser sur les sentiers, sur les chantiers de la démocratie et de la modernité au sens global, pas simplement économique, parce qu'on a tendance à aller rapidement vers les débats économiques. Mais que va valoir un développement économique si dans un État, vous ne pouvez pas avoir gain de cause dans une justice? Que va valoir cet État
qui a de belles routes, si dans cet état, vous ne pouvez pas, la loi ne peut pas vous garantir la sécurité des citoyens et la sécurité de celui-là qui peut avoir son opinion, l'exprimer, aller aux élections, briguer ses postes, gouverner, avoir des ambitions. Alors, nous sommes très contents. Je pense qu'il y a des choses comme celle-ci qui peuvent regrouper les Camerounais et les ramener vers à croire en leur pays. Merci, Martial Bessa. Stéphane Zanga, le MRC a décidé de revenir en 2025. Bon, on sent que le boulevard est désormais ouvert pour l'UPC. 2025, ce sera une redistribution des cartes? Bien sûr, 2025 se verra dans le retour de ces formations politiques dans l'arène. Excusez-moi, j'ai apprécié le propos introductif de Maître Kaka, Justement. Qui plantait le décor. Il est allé chercher pour... Oui, parce que le débat repose sur un socle. Oui. Un socle qui est sociologique. Il a indiqué les éléments sociologiques de l'État. Le territoire, le gouvernement, la population. Oui. Il est revenu sur la définition juridique de l'État, à savoir la souveraineté, à l'interne et international également. Il a indiqué que nul n'est au-dessus de la loi. Techniquement, les juristes disent que la loi a un caractère général et impersonnel. C'est très important de le relever. Pour revenir, Dr Oko indiquait également que il s'excuse de cette immixtion, c'est-à-dire que son propos ne représentera pas une immixtion dans la vie d'une formation politique concurrente. Que non, monsieur Oko. Justement, vous devez scruter avec beaucoup d'attention le fonctionnement de vos adversaires politiques. Parce que les partis politiques sont des laboratoires, des antichambres du pouvoir exécutif. Ce sont les partis politiques qui sélectionnent les futurs dirigeants politiques. Alors, le gouvernement de l'UPC, si jamais son candidat briguait la magistrature suprême, parce que j'estime que c'est la vocation de toute formation politique, sera à l'image de son fonctionnement interne. Ce qui s'appelle statut à l'intérieur de la formation politique, lorsque ce parti parvient au pouvoir, s'appellera la Constitution et les lois. Donc, l'UPC se familiarise déjà, à travers son fonctionnement interne, à la manipulation et à l'exercice du pouvoir à travers le respect de ses statuts et de la réglementation nationale. Le MINAT, en jouant les médiateurs et les régulateurs d'une crise à l'intérieur d'une formation politique, n'est aucunement dans la posture d'ingérence du tout. Les partis politiques sont de la tutelle du ministère de l'administration territoriale qui leur décerne d'ailleurs des agréments. Si ces formations politiques existent, le MRC avec, c'est parce que le ministère de l'administration territoriale du Cameroun leur a décerné un agrément sur la base des statuts que cette formation politique a déposés. Cela suppose que dans son fonctionnement, elle restera fidèle à ses statuts. À l'intérieur de ces formations politiques, il y a des instances de régulation, mais qui quelquefois, parce qu'elles n'ont pas une force coercitive sur les adhérents du parti politique, parce qu'elles n'ont pas une force leur permettant de faire respecter scrupuleusement, autant pour moi, les décisions, l'autorité qui est leur tutelle. La tutelle ici ne signifie pas immixtion du ministère de l'administration territoriale. Mais parce que nous évoluons dans un état de droit, vous avez un repère sur le plan institutionnel vers lequel vous allez quand vous avez un souci. Le ministère, l'État dont vient via le MINAT pour arbitrer les conflits. C'est ça l'arbitrage, Stéphane Zanga, pour ce qui s'est passé en 2018 dans l'UPC. C'est un arbitrage. 3 formations politiques. Hein. Le ministre dit, il envoie une note au gouverneur, dit désormais c'est pour l'UPC Robert Bapolipote, pour le Manidem Anissé Kané et ainsi de suite. Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas... C'est un arbitrage. Vous savez sur quel élément le MINAT s'appuie pour désigner des représentants légitimes, pour confirmer en fait, parce que le MINAT n'organise pas d'élection pour désigner les représentants au sein des partis politiques. On va sortir la formule bateau, il a des informations que nous n'avons pas, c'est ça? Du tout, Serge Alontou. Je vais vous expliquer, c'est une opération très simple. Oui. Le MINAT a sur sa table les statuts de ces formations politiques. Oui. Le MINAT rentre dans le dossier, pour prendre le cas de l'UPC qui nous intéresse ce soir,
regarde les conditions de convocation des assemblées générales qui voient l'élection des secrétaires généraux de ces différentes formations politiques et même les mandats. Regarde donc si ces conditions ont été respectées par les requérants ou alors par les partis en conflit. Sur cette base-là, justement en consultant des experts, le MINAT confirme en fait l'élection ou alors le mandat d'un des représentants légaux de ces formations politiques. Ce n'est pas au niveau du MINAT. Et cet arrêt de la Cour suprême le 12 octobre 2021. L'arrêt de la Cour suprême, parce que le MINAT n'est pas un dieu, le MINAT est un justiciable. Le MINAT, il existe ce qu'on appelle en droit le droit administratif. L'administration, si elle cause du tort à un tiers, qui peut être une personne physique ou une association, peut rester en justice. Justement. Et le MINAT, donc, la justice tranche en fonction des éléments que lui présentent les deux parties. Justement. Et il est possible que le MINAT perde le procès. Peut-être dans son arbitrage, il y a eu des éléments de complaisance, la justice tranche donc. Mais je refuse qu'on parle d'ingérence ou d'immixtion. L'ingérence serait que le MINAT, encore que quand vous organisez une assemblée générale au sein de votre parti, vous devez déposer copie au ministère de l'administration territoriale pour qu'ils prennent connaissance des nouveaux dirigeants du parti. Donc les partis politiques restent en interaction avec l'administration représentée par le MINAT. Ok. Voilà. Même comme Stéphane, vous n'avez pas répondu à ma question sur la redistribution. Vous allez revenir. Voilà, vous allez répondre après. Maître Kakak, il faut dire qu'à l'UPC, cet arrêt ne fait pas l'unanimité. Je vous ai lu la sortie de Robert Bapo-Lipote. Il dit « Mes adversaires politiques à court d'arguments ont créé et utilisé ce mensonge pour tromper la vigilance des autorités judiciaires. » Bon, en fait, je ne veux pas commenter cette sortie de Robert parce qu'en fait, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose de sincère. Oui. Robert est là dans son registre. Lequel? Non, il a toujours... si c'est tout inscrit dans une posture qui n'a jamais été, j'allais dire, juridico-légale. Oui. Vous comprenez? Parce que cette décision est d'une clarité incontestable. Si Robert ne peut pas le reconnaître, j'avoue qu'il y a un problème. Mais ce que je voulais dire, parce que là, mon prédécesseur sur la question... Stéphane Zanga, il a très bien commencé tout à l'heure. Ah bon, il a gâché tout à la fin? Mais à la sortie, j'ai eu le sentiment et même la conviction qu'il s'est un peu mêlé les pinceaux. En fait, ça c'est une parenthèse. Oui. Ce que je voulais dire en réalité, ce qui s'est passé en 2018, contrairement à ce qu'il dit, n'a jamais été un arbitrage. C'est une ingérence. Ce que le ministre, on ne cite pas les contemporains, l'administration territoriale a fait, en 2018, c'était une ingérence dans la vie des partis politiques. Ça, c'est incontestable. Mais ce que je tiens à lui faire observer, parce que vous savez très bien, Saint-Germain, moi je suis très attaché à l'histoire. Quand l'UPC est revenu à la légalité en 1991, le parti avait immédiatement décollé. Vous savez qu'aux législatives de 92, on a 18 députés. En réalité, il y avait plus. Parce que, par exemple, dans une ville comme le littoral, en réalité, ça faut le dire, je le dis ici. J'étais tout jeune étudiant à l'époque, mais je suivais ces choses à la lettre. En réalité, on avait eu presque tous les députés du littoral. Enfin, de Douala. De Douala. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites pour qu'on nous retire certains députés. Vous comprenez? Donc, l'UPC décolle, et tout le monde voyait comment l'UPC redevenait cette force alternative. Malheureusement, la première immixtion d'un MINAT dans la vie de l'UPC a eu lieu en 1996 avec le ministre Gilbert Anzé Tchoungui. Parce qu'en réalité, c'est le ministre Anzé Tchoungui qui a consacré la division de l'UPC. C'est en 1996 qu'on commence à parler de l'UPCN, l'UPCK, l'UPC, tout ça. C'est lui, le ministre Anzé Tchoungui Gilbert. Ça, c'était une ingérence qui a commencé donc à poser les bases de la fragilisation, pour ne pas dire de la balkanisation de l'UPC. La deuxième intervention... Vous voulez dire le pouvoir à l'époque avait plus, parler de manière triviale, plus redoutait plus l'UPC que le SDF? Non, le SDF, écoutez... Ou bien l'UNDP qui s'en était sorti avec 68 députés. C'est une vérité de la palisse. Oui. Vous savez que, ça je le dis ici honnêtement, l'émergence du SDF, ça faut le dire honnêtement, le SDF est venu chasser dans les champs en jachère de l'UPC. Vous comprenez? C'est l'UPC qui était la force politique en fait.
Maintenant, ce que je voulais dire, la deuxième intervention d'un Minad dans la vie de l'UPC, c'était en 2002, avec feu le ministre Kongouf, Edima Ferdinand. C'est lui qui a permis à l'UPC de présenter des listes consensuelles en 2002. Cela a permis au ministre d'État Augustin Frédéric Kodok de revenir à l'Assemblée nationale. En fait, de revenir, parce qu'en fait, là, il était élu pour la deuxième fois. Il était déjà élu en 1997. Il est revenu, je crois, en 2002. Oui. Et vous avez, sur cette liste, si vous voyez par exemple les 3 députés d'Union Ikele en 2002, il y avait des députés qui sortaient du camp du professeur Obelen, comme le professeur Charlie Gabriel Mbok. Oui. Il venait sous la bannière du professeur Obelen. Il y a eu un consensus qui avait été diligenté, qui avait été, j'allais dire, organisé par le ministre Kongodima Ferdinand. Voilà, ça on appelle ça l'arbitrage. Ça, oui. Il a fait une espèce de médiation. Ce n'est pas une ingérence. Il a permis aux UPC de s'entendre, mais il n'a pas pris de décision. On va continuer, Maître Kaka. Donc avec le ministre Sadi, c'était une autre médiation. Une autre médiation. Et c'est cette médiation, avec l'actuel Minad, c'est l'ingérence. C'est l'ingérence. Donc ça dépend des ministres, des Minad. C'est très important. Hein. Il faut que les Camerounais aient la bonne information. S'il vous plaît. Le droit d'ingérence de l'État dans le fonctionnement des formations politiques. Le droit d'arbitrage et de médiation. Ça dépend. S'il vous plaît. Il y a arbitrage à un moment. Si l'arbitrage vous l'assimilerez à une ingérence. S'il vous plaît. Permettez à Maître Kaka. Vous avez dit quelque chose de pertinent tout à l'heure dans votre propos. Quand vous avez dit que le Minad assure la tutelle des partis politiques. Cela est incontestable. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans la tutelle? La tutelle, en réalité, essaye de vérifier la légalité des partis politiques, parce que c'est le Minad, par exemple, qui reconnaît un parti politique. Pour que vous créez un parti politique, c'est le Minad que vous déposez le dossier. C'est le Minad qui reconnaît. Le Minad, maintenant, veille à ce que les activités d'un parti politique ne créent pas un trouble à l'ordre public. Donc, quand il y a une mésintelligence au sein d'un parti politique, le Minad peut intervenir pour arbitrer. Mais le Minad ne peut pas prendre une décision pour venir désigner les dirigeants d'un parti politique. Ça, c'est une ingérence. C'est ce qui s'est passé en 2018. Or, en 2014, en 2013 et en 2013, le ministre a fait un arbitrage. Il y avait toujours, après le décès du ministre d'État Augustin Frédéric Kodok, il y a eu beaucoup de problèmes dans l'UPC. Et il y a eu 3 congrès. Beaucoup de gens ne le savent pas. En 2012, il y a eu 3 congrès. Il y a eu un congrès qui a consacré l'élection de Adolphe Papi Doumbé comme premier secrétaire, parce qu'on avait même retouché les statuts pour commencer à fonctionner. Mais il y avait un premier secrétaire. Adolphe Papi Doumbé a été élu premier secrétaire. Je pense le professeur Luka a été élu président du comité directeur. Il y a eu ce congrès. Il y a eu un deuxième congrès qui a consacré Bapo comme secrétaire général en 2012 bien. 2012. Et je crois le président Zoni comme son président du bureau comité directeur. Il y a eu un 3e congrès. Dans tous les cas, il y a eu 3 congrès en 2012. Donc maintenant, quand il faut... Mais Robert Bapo-Lipote se base toujours sur... Il dit qu'il a été élu en 2012. Non, aucun parti politique, dans aucun parti politique, un secrétaire général a un mandat de 10 ans. Vous comprenez? Quelqu'un qui a été élu en 2012 ne peut pas continuer à vous dire qu'il est secrétaire général parce qu'il avait été élu il y a 10 ans. Ils sont sérieux. Il n'y a aucun mandat de 10 ans dans un parti politique. Ils sont sérieux. Hein? Non, ce n'est pas possible. Mais maintenant, donc, pourquoi Robert devient député? C'est parce que le ministre Sadi a joué un rôle d'arbitrage. Il a mis en place une espèce de comité ad hoc qui avait investi les candidats. C'est ça, cette élection-là, qui a permis à Robert Bapo-Lipote d'être député UPC. Là, c'est l'arbitrage du ministre Sadi. Il ne peut pas le contester. Mais en 2018, c'est l'ingérence de l'actuel ministre. Moi, je n'aime pas citer les contemporains. Oui, moi-même, je dis l'actuel ministre. Mais dans tous les cas, il y a une ingérence en 2018. Maintenant, ce que je voulais dire, Martial Bessala du RDPC a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Il a dit que le président national du RDPC, c'est lui qui est le porteur de la démocratie dans notre pays. Je suis d'accord avec lui. Mais la seule chose que je veux lui faire observer, c'est que lorsqu'on parle de démocratie, la démocratie a des piliers qu'il faut respecter. Tout à l'heure, il a parlé de la parole qui a été libérée. Je le lui concède. Et ça, c'est une vérité. La parole a été libérée au Cameroun. Ça, c'est mettre, j'allais dire, à l'actif du président Biya. Ça, c'est incontestable. Deuxième chose maintenant, qui doit caractériser la démocratie, c'est la mise en place des règles qui garantissent la bonne gouvernance politico-démocratique.
Ça veut dire qu'il faut mettre en place un vrai code électoral qui, j'allais dire, favorise l'éclosion de la démocratie. Okay. À ce niveau, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que vous, du RDPC, dites à votre président de faire des efforts dans ce sens, parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que si nous améliorons les règles de la démocratie dans notre pays, nous pourrons avoir une véritable alternative politique, ou bien une véritable alternance politique. Parce que moi, je tiens à le dire, pour que ce pays sorte de l'auberge, parce que nous avons trop de problèmes sur le plan de la gouvernance, pour que nous sortons de ces problèmes aujourd'hui, il faut une véritable alternance politique qui est différente de ce qu'on appelle une transition politique. Okay. Et bien maintenant, je vais dire quelque chose pour chuter. Il faut qu'on soit sérieux. J'ai suivi tout à l'heure mon ami du MRC. Le docteur Oko. Il a dit beaucoup de choses intéressantes. Mais ce qu'il ne veut pas dire, c'est que la dynamique alternative qu'ils veulent impulser aujourd'hui, en réalité, c'est l'UPC. C'est l'UPC qui a commencé à poser les bases de la construction de ce pays. Ne pensez pas un seul instant que ce qui se passe à l'UPC doit laisser les militants du MRC indifférents. Parce qu'en réalité, l'UPC est la mère des partis. Il a dit que tous les Camerounais... Non, mais sauf que l'Assemblée... Tous les Camerounais ont... Oui, c'est vrai. Mais il a dit. Oui, il a dit qu'il parle de l'UPC off. Ça veut dire qu'il ne parle pas de l'UPC parce que lui, il est membre du MRC. Non. Il faut que le MRC, que j'aime bien, sache que pour que, aujourd'hui, dans ce pays, nous impulsons une véritable dynamique de changement. Nous devons fonctionner dans une mouvance fusionnelle où l'UPC joue sa partition, le MRC joue sa partition, les SDF jouent sa partition. Bref, tous les partis politiques dignes de ce nom jouent leur partition. Contre le RDPC. Je ne sais pas si c'est contre le RDPC, mais je pense qu'il faut porter une dynamique de changement. Okay. C'est cette dynamique de changement qui va nous remettre sur les rails de la bonne gouvernance et naturellement de l'émergence de notre pays. Merci, Maître Kaka. Docteur Oko? Oui. Je n'ai pas entendu de questions. Non, je vous ai vu, vous avez voulu réagir à la suite. Je voulais réagir, je vous ai pas aidé. J'ai attendu que mon compatriote de l'UPC termine. Oui. Et justement, ça me donne l'opportunité de faire une clarification. Oui. Parce qu'il me semble que je n'ai pas été bien suivi. Mais je commence déjà par dire que j'ai dit, et je le répète, que l'UPCisme est un patrimoine national. Oui. Je l'ai dit, je le répète. L'histoire de l'UPC, quand je la lis, je ne la lis pas comme l'histoire d'autres partis politiques. Je la lis comme l'histoire de mon pays. Les événements de... Non, même pas 55 déjà. D'abord en 48, voilà, la création. Exactement. Le contexte dans lequel c'est créé, c'est des choses que j'apprends, que j'ai du bout de doigt parce que c'est mon histoire. Les événements de mai 55 que vous évoquez, effectivement. Donc, l'UPC, tout Camerounais doit être, pétillant de cette histoire-là. Et je l'ai dit, chers compatriotes. Ce que j'ai dit par contre, et que vous semblez ne pas comprendre, c'est qu'il ne m'appartient pas, lorsqu'au sein d'un parti politique de l'opposition, il y a des guéguerres, et dans le cas des autres, nous avons au moins 2 blocs qui sont en arbitrage, tantôt minate, tantôt dans les juridictions. Il ne m'appartient pas, moi, de venir émettre un avis en termes de préférence. Non. Je reste à distance, c'est-à-dire que je suis un camp A et un camp B, je m'interdis. Et je suis surpris que vous me demandez de le faire. Je m'interdis de mettre des avis sur le camp A, camp B. Non. J'estime que les militants de l'UP sont suffisamment matures pour avoir des avis sur leurs problèmes, au lieu d'attendre que le MSC vienne le faire. Ce pays, et je veux le dire à ceux qui nous écoutent, ce pays a trop longtemps piétiné sur place parce que le régime d'en face s'est arrangé pour que les partis politiques de l'opposition, au lieu de construire des possibilités réelles d'alternatives et d'alternance, passent le temps à se tirer dessus. Ah oui. Le MRC, je le dis à ceux qui nous écoutent encore, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, lorsqu'il y a des guéguerres au sein d'un parti politique, n'émet pas des avis pour un groupe contre un autre. Nous estimons qu'un parti politique X, Y ou Z, lorsqu'il a des guéguerres internes, a suffisamment de maturité pour régler ces problèmes-là. Il ne nous appartiendra donc jamais, chers compatriotes, de venir dire que nous serions pro-X ou pro-Y. Non. Par contre, j'ai commenté la dimension d'ingérence. C'est moi qui ai prononcé le mot ingérence, en disant que le ministère a fait de l'ingérence. Donc, je questionne l'ingérence du régime actuel dans la vie des partis politiques, mais je ne mets pas des avis pour savoir si un camp A ou un camp B a raison. Parce que c'est de la distraction pour le peuple camerounais. Pendant que les partis politiques seraient donc en train de se tirer dessus, en particulier sur l'opposition,
eh bien, j'en connais qui boiraient du petit lait. Ah oui. Le RDPC boirait du petit lait. Donc, je suis surpris que vous, de l'UPC, vous me demandiez de venir absolument prendre position. Non, je ne le ferai pas. Je resterai dans le respect du grand parti politique qu'est l'UPC et je ne donnerai pas d'avis sur un camp ou sur un autre. Okay. Par contre, je fustigerai et je fustige l'émission et l'ingérence du RDPC dans les affaires internes des partis politiques de l'opposition. J'espère maintenant... C'est le ministre. Mais bien sûr, le MINAT est un militant du RDPC, je suis désolé. Donc, et le RDPC, c'est ce parti État. Tout à l'heure, vous avez vu une confusion très emblématique entre le 6 novembre, du 6 novembre et le RDPC. Le RDPC n'a rien à voir avec le 6 novembre, mais vous avez vu la confusion. Donc, vous voyez donc très bien que contrairement à ce qu'on veut absolument que le MSR, nous ne le ferons pas. Nous laisserons ce parti se mettre en ordre de bataille pour mener ensemble le combat, effectivement, que nous partageons, à savoir celui de l'alternance au Cameroun. Merci, docteur. Donc j'espère que maintenant, ceux qui nous écoutent m'ont entendu, et j'espère aussi qu'ici, tout le monde m'a entendu. Maintenant. Voilà, vous voulez apporter une précision rapidement, une précision pour dissiper un malentendu, parce que j'ai le sentiment que mon frère du MSR ne m'a pas bien compris. Je ne vous ai jamais demandé de prendre position dans les batailles de leadership au sein de l'UPC. Par contre, je pense que ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, c'est l'arrêt rendu par la haute juridiction, qui n'a pas pris position dans les batailles de l'UPC, mais qui s'est insurgé contre l'ingérence des membres du gouvernement dans la vie d'un parti politique. C'est de ça qu'il est question. Et je pense que cette décision, elle est d'autant plus importante pour notre pays qu'elle peut servir à tous les partis politiques, parce que désormais tous les partis politiques sauront que si, par mégarde, un membre du gouvernement prend une décision concernant un parti politique, il y a déjà une jurisprudence de la Cour suprême qui va nous servir, j'allais dire, de fondement pour barrer ce genre d'imposture. C'est ce que je voulais faire observer. Et sur ce point, je pense que le MRC devait applaudir au même moment que l'UPC. C'est ce que je voulais vous dire. Martial Bessala, on pointe toujours du doigt le RDPC dans les problèmes internes des partis politiques. Le RDPC n'intervient nullement dans les affaires internes des partis politiques. Nous avons un grand chantier. Vous voyez, le RDPC a la majorité parlementaire, le RDPC a le président de la République, le RDPC a la majorité au niveau des municipalités, des régions, des mairies de villes. Vous voyez comment est-ce que le labeur est immense. Donc, lorsque vous avez un tel chantier, vous n'avez aucune seconde à perdre à aller voir ce qui se passe dans les chapelles politiques des autres. Je vous ai dit, nous nous consacrons chez nous à affûter nos armes, à préparer nos stratégies, à les adapter en fonction de l'environnement, en fonction de l'évolution de l'histoire politique du pays, en fonction de nos adversaires. Maintenant, si nos adversaires ont assez de temps pour s'équiper entre eux, vraiment, le RDPC n'a pas ce temps. Et deuxièmement, je voudrais dire que le ministre de l'administration territoriale est le ministre de tous les Camerounais. Il n'est pas le ministre du RDPC. C'est vraiment assez tiré par les cheveux que de le dire, qu'être militant d'un parti. Le parti politique, c'est une association privée, il faut le dire, à but politique. Là, c'est Jalotou. Nous sommes ici. Nous adhérons dans combien d'associations? S'il faut voir Martial Bessala, partout il passe, voir le nombre d'associations dans lesquelles il adhère, sur ma tête, vraiment, je pense que je vais me multiplier par 1000. Il est un citoyen. Dans son activité politique, il milite dans un parti politique. Demain, un autre parti pourrait peut-être au pouvoir avoir ses militants qui sont appelés à s'occuper des problèmes de tous les Camerounais. Donc, vraiment, arrêtez de voir le RDPC partout. Je comprends que certains militants d'autres partis politiques ont un amour fou pour le RDPC en interne et que parfois, même quand ils veulent parler de leur parti, ils se retrouvent en train de prononcer RDPC. C'est bien, vous pouvez rapidement prendre vos cartes et ça va aller. Maintenant, pour le système électoral, maître Kaka, reconnaissons-le. Nous venons de loin, c'est jalons tout. Si en 2022, nous ne pouvons pas reconnaître les avancées de notre système électoral, ça ne veut pas dire que ce système est totalement dénué de toute irrégularité ou parfait. Il n'est pas parfait. Il y a des insuffisances. Nous devons les améliorer. Mais en 92, quand l'UPC avait ses 18 parlementaires, je pense que le système électoral n'était pas meilleur qu'aujourd'hui. Et que le ministre de l'administration territoriale qu'on accuse d'être militant aujourd'hui était plus militant hier, puisque c'est lui qui organisait directement l'élection dans laquelle ses propres camarades étaient candidats. Donc on peut imaginer un peu. Aujourd'hui, on a un système électoral qui s'est amélioré. Sur le plan juridique, on a un code électoral. Hier, on avait des lois éparses qui organisaient chacune des élections et qui se contredisaient même parfois. Hier, c'est le MINAT qui portait les urnes avec les sous-préfets et autres. Aujourd'hui, nous avons un organe qui
peut se réclamer d'une certaine indépendance, qui organise les élections, ce n'est pas parfait, on peut y aller. On a une implication plus judicieuse du pouvoir judiciaire. Hier, c'était l'autorité judiciaire qui proclamait les résultats et autres. Vous avez un conseil constitutionnel aujourd'hui, qui est un organe indépendant, qui peut aujourd'hui prendre des libertés. Donc, chaque citoyen peut saisir à n'importe quel moment. Vous voyez, vous couvrez souvent les citoyens qui se lèvent, qui ont parfois des zones d'ombre sur la loi, sur la Constitution, qui saisissent au Conseil constitutionnel librement. Hier, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, toutes ces avancées, je crois que ce sont des acquis que nous devons préserver, faire des propositions pour que nous puissions améliorer notre système électoral. Le RDPC n'a aucunement peur d'une quelconque amélioration du système électoral. Nous sommes sûrs de nous. Voilà pourquoi, lorsque vous avez même nos représentants ici, nous dégageons de l'assurance parce que nous sommes sûrs de nous. Nous n'avons pas peur d'aucune adversité. Maintenant, je vais sortir en disant qu'il faut quand même aussi... moi, je ne suis pas très d'accord avec cette position qui veut qu'on dise que tous les Camerounais sont des UPCistes. Vraiment, tous les Camerounais ne sont pas des UPCistes. Il faut vraiment le dire. Même avant 1960, permettez. Vous avez dit que nous tous devons nous reconnaître en l'UPC parce que quand l'UPC, je crois que Maître Kakak peut le témoigner, qu'avant 1960, on a expérimenté le multipartisme au Cameroun. Au même moment, les Camerounais adhéraient à l'UPC, d'autres adhéraient dans d'autres partis politiques. Et je crois que le plus grand regret aujourd'hui, c'est que la dynamique qui avait été impulsée depuis 1948 par l'UPC, je vais vous dire que, donner un chiffre, en 1955 par exemple, 7 ans après la création de l'UPC comptait plus de 460 unités de village. Et ce qui peut correspondre à la sous-section peut-être chez nous aujourd'hui, et qu'on connaît la puissance et la force du village en cette époque-là, avoir 460 unités de village implantées, avoir plus de 80 000 membres encartés, c'est-à-dire les militants avec carte. Stéphane maîtrise mieux la différence entre le militant avec carte et le militant sans carte en sociologie politique, mais avoir 80 000 en 1955 militants encartés, responsables politiques, c'était un exploit. Cette dynamique a sûrement fortement été cassée par des actions, par les méthodes qui ont été utilisées. Reconnaissons et faisons le bilan aujourd'hui que ces méthodes n'ont pas été favorables, n'ont pas été efficaces pour le maintien de cette dynamique. La preuve, ceux qui détenaient le pouvoir en cette époque-là ont dissous l'UPC, ce qui a cassé cette dynamique que nous pouvons regretter aujourd'hui parce qu'il y a des milliers de Camerounais qui se reconnaissaient en le combat, en l'idéologie de l'UPC. Et aujourd'hui, je sors par là, c'est très important, le MRC qui arrive donc sur la scène aujourd'hui veut récupérer ces méthodes d'avant 1960 que l'UPC a laissées, et l'UPC est même rentré dans le cadre républicain aujourd'hui. L'UPC a ses méthodes, a ses stratégies, l'UPC a eu ses élus. Si l'UPC n'avait pas été recalé pour les doubles listes, je crois que l'UPC aurait eu des élus à l'Assemblée. Justement, le MSC récupère dans ces vieilles méthodes qui n'ont pas fonctionné avec l'UPC, se radicalise, pose des actes comme ils posent là. Bon, je les laisse sur la responsabilité de leur choix politique. Une parenthèse pour dire qu'il y a deux conduites qui ont été dites. Je vais très amicalement dire de quoi il s'agit. D'abord, par rapport au système électoral. Le RDPC a une peur bleue pour le système électoral consensuel, une peur bleue. Et je le dis en tant que membre du secrétariat technique de la plateforme de l'opposition qui a réfléchi pendant près d'un an sur un code, sur un système électoral. Donc, lorsque vous avez un régime qui vous dit qui maintient l'iniquité, qui consiste à dire qu'en cas de contestation, seul le peuple quand fait foi, c'est une peur bleue. Lorsque vous avez un régime qui mobilise la force publique pour empêcher que ne soit présenté aux Camerounais le fruit de leur contribution pour l'amélioration du système électoral, c'est une peur bleue. Lorsque vous avez un régime qui fait irruption dans une salle où sont assis les leaders des partis politiques pour travailler sur une proposition de système électoral, c'est une peur bleue. Le RDPC a peur de la vérité électorale, c'est pour ça qu'il réprime depuis au moins 1960 la vérité électorale dans les urnes. Tout à l'heure, notre commentaire de l'UPC disait qu'on a arraché en 92 quelques clichés. Donc, ce n'est pas une question du MRC. C'est la vérité électorale camerounaise qui veut qu'on admette la vérité banale qui consiste à dire que le RDPC a une peur bleue pour la vérité électorale et pour le suffrage universel. Merci. On va prendre la direction de Douala, madame, monsieur, pour le 20h et on revient à Yaoundé pour
La suite Equinox consacrée à l'UPC, retour en 2025.